BFM Business et Tech Co présente De quoi je me mêle, François Sorel. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être là et bienvenue sur BFM Business le week-end et dès le vendredi soir à la radio, à la télé et dès le vendredi midi en avant-première sur la chaîne YouTube de BFM Tech et en podcast audio avec en petit bonus quelques minutes supplémentaires, vous le savez, sur le podcast audio. Je suis très heureux de vous retrouver, je vous souhaite évidemment un bon week-end avec au sommaire pour ceux de quoi je me mêle, évidemment toute l'actu de la semaine avec pas mal de nouveautés, de rumeurs concernant les nouveaux produits Apple, on va l'évoquer dans un instant. Et puis en deuxième partie, direction le Labo Fnac et ses appareils de torture incroyables. Ce sera avec Lionel Costa qui est le directeur du développement du Labo Fnac et qui viendra nous parler de cette nouvelle tendance de ces écouteurs boucles d'oreilles. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y en a de plus en plus. Des petits bidules qu'on accroche comme ça sur l'oreille qui vous permettent à la fois d'écouter des podcasts, de la musique, mais de ne pas être totalement isolé du bruit. Ça marche bien et il nous fera justement un comparatif pour nous dire quels sont ceux qui sont les meilleurs. Je vous rappelle le hashtag DQJMM si vous voulez réagir à tout ce qu'on raconte. Encore une fois, bienvenue. C'est parti pour De quoi je me mêle. De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech Co. J'étais en train de me dire que jamais j'aurais pu soupçonner dire écouteur boucle d'oreille. Oui. Mais et pourtant, voilà, vous savez, ces métiers sont parfois étonnants. Hein. Bonjour Pierre Fontaine. Bonjour. Tu n'as pas d'écouteur boucle d'oreille. Non, mais effectivement, ça fait partie du plaisir du métier, ces petites surprises qu'on n'attend pas. Des petites surprises comme ça. Pierre Fontaine, qui est le rédacteur en chef adjoint de cette belle entité qui est BFM Tech, les amis. Voilà. Tout va bien, mon Pierre? Bah écoute, ça va plutôt pas mal, ouais. Et à côté de toi, en face de toi, c'est monsieur Damien Licata-Caruso, qu'on ne présente plus, bien sûr, journaliste au Parisien. Tu peux quand même le faire. Oui, je le fais comme ça, mais par politesse pour tous les auditeurs qui ne t'ont pas reconnu. C'est vrai. Tout va bien, mon cher Damien? Écoute, jusqu'à présent, tout tranquille, va très bien. Toujours pas d'écouteurs boucle d'oreille, mais je vais les essayer. Non, mais on est d'accord que c'est une tendance, ce truc-là. On n'invente pas quelque chose. Non, toutes les marques s'y mettent. En fait, ça a commencé, c'est quoi? C'est Huawei Honor qui ont tiré les premiers, je crois. Ouais. Et puis après, Motorola s'est mis aussi dans la boucle. On s'est mis tous les fabricants. Bose, notamment. C'est un moyen d'accessoiriser la mode, en fait. Exactement. Et la tech à la mode. Exactement. Donc voilà, je ne suis pas forcément la cible, mais bon. On en parlera tout à l'heure avec donc Lionel Costa. Mais pour débuter dans l'actu, alors plein de choses bien évidemment, et je voulais qu'on évoque les dernières rumeurs concernant Apple. Vous vous dites « Ah là là, encore des Apple fanboys !» Je vois déjà vos petits commentaires un petit peu agressifs sur YouTube. Mais que voulez-vous? C'est l'actualité, c'est comme ça. On arrive lentement au printemps et vous savez que le printemps, c'est souvent source de nouveautés chez Apple. Et cette année, Pierre et Damien, on aurait pas mal de petites choses à se mettre sous la dent. Oui. Enfin, sous la dent, c'est une expression. Oui, il faut éviter. Mettre un iPad sous la dent, ça n'a aucun intérêt. Pas un grand intérêt. D'un point de vue nutritif, pas trop, non. Enfin, j'ai pas vraiment essayé non plus, mais c'est une manière de perdre du poids, peut-être, et des dents. Ouais. Oui, donc effectivement, il y a l'air d'avoir pas mal d'annonces. Et la première serait, pour très très bientôt, ça serait l'arrivée d'un renouveau du smartphone, de l'iPhone d'entrée de gamme, qui serait donc le 17, vu qu'on est maintenant, on en est à 17. 17E, donc le modèle qui pour l'instant est vendu à partir de 720 € et qui arriverait et qui aurait droit à quelques nouveautés. Alors, il n'y a pas de révolution, on garderait a priori le même système de monocapteur qui permet d'avoir 2 focales. Donc toujours qu'un seul appareil photo. Un seul appareil photo physique, mais vu que le capteur est de 48 mégapixels, on recentre en faisant 24 et ça permet de supposément... Voilà. C'est une astuce qui marche plutôt bien, mais c'est qui existe depuis de nombreuses années d'ailleurs aussi. Voilà. Et puis on peut opposer que pour un appareil à 720 €, c'est peut-être un peu court, jeune homme, mais bon voilà. Donc ça serait la première nouveauté. Attendez, non, mais juste un mot sur ce 17E, Damien. Oui. Parce que c'est quand même un appareil intéressant parce que ça permet aussi de rentrer dans Apple Intelligence, qui, bien que limité à notre grand désarroi, à chaque fois on le déplore pour l'instant, ça permet quand même de rentrer dans ce monde-là. Voilà. Je dis plutôt ça. Mais on va y arriver progressivement. Donc un 17E qui a l'air sympa, ça permet de rentrer dans la famille iPhone. A19, donc plus à 19, donc assez bien. C'est la dernière génération. On est plutôt pas mal en termes de puissance. Voilà. Donc il y a de l'espoir par rapport à ça. Le design, apparemment, il y a peu de chances que ça évolue. Ouais. Peut-être la disparition de l'encoche, enfin, le design un petit peu vieillot qu'on pouvait avoir, qui permettrait aussi à pas mal de gens de rentrer dans la nouvelle ère des iPhones. Mais l'encoche, c'était le 16E déjà, non ?
Oui. Tu parles quoi? L'encoche, c'est quoi pour toi? C'est le petit truc pour l'appareil photo en haut. Il y avait déjà encore un vieux design sur le 16e. Là, on va le faire disparaître. Là, normalement, on passe. On réduit en fait la plage noire qui a on aurait la petite Dynamic Island. La Dynamic la Dynamic Island. La fameuse. On a toujours pas trouvé de traduction pour ça. Mais je trouve que. Dynamic Island. En même temps, beaucoup de gens savent que c'est quelque chose de dynamique et une Island, c'est à peu près acquis comme. Voilà. Oui, c'est vrai. Pourquoi s'embêter? C'est pas débile, c'est franchement. Voilà. Et puis en plus, ça nous permet de pratiquer notre anglais sur 2 mots, parce qu'en plus, c'est compliqué. Voilà. Non, mais, et ce que moi je trouve intéressant, c'est qu'a priori, il aurait droit, alors on ne sait pas quelle version, mais il aurait droit au nouveau modem, donc a priori le C1X. Donc pour 4G, 5G, un modèle fait maison par Apple, mesdames, messieurs. Développé con la mano à Cupertino. Donc 5G, Wi-Fi. Voilà, ça, la Wi-Fi, ça sera la partie N1, hein, c'est la puce dédiée qui permettrait effectivement. Alors, est-ce que ça sera comme du Wi-Fi 7 ? On verra bien. On peut espérer. En tout cas, on sait que la puce est capable de le gérer. Est-ce qu'ils vont le brider pour un effet de gamme ? Chez Apple, ça serait pas forcément étonnant, mais on ne sait pas. Hein, ce sont que des rumeurs. Et puis, effectivement, c'est... Après, on ne sait pas si la batterie sera grosse ou petite, même si l'autonomie n'est pas mauvaise, sur le 16, elle n'était pas mauvaise. Donc, il faut voir. Voilà. C'est effectivement une mise à jour de l'entrée de gamme. Mark Gurman, qui est l'espèce de PT qui annonce tout ça depuis les États-Unis, dit qu'aux États-Unis, en tout cas, le prix devrait être le même. On se posait la question tout à l'heure avec Damien de est-ce que Apple va répercuter sur ses prix la pénurie de composants, notamment en mémoire et stockage. Là, il semblerait que non. Alors après, il faut faire très attention. Il semblerait que non aux États-Unis. Mais on a déjà vu que hors des États-Unis, Apple ne se prive pas parfois d'améliorer ses marges en jouant sur le taux de change et en mettant des tarifs plus élevés. Il y a une upgrade de la marge. D'autant que nous, en France, on est les rois des taxes, puisque vous avez en plus la taxe droit d'auteur. Et le roi des marges aussi des distributeurs. Donc voilà, il y a plein de gens qui vont prendre chacun leur petit pécule au passage. Bon, c'est malheureusement. Il y a un point intéressant, c'est qu'il serait MagSafe pour le chargement. Okay. Et parce que la version précédente était limitée à 7,5, c'est ça, était le chargement sans fil. 5,5 watts, et donc du coup pas très rapide. Et là, grâce au MagSafe, on améliorait ses capacités à recharger plus rapidement en sans fil. Voilà. Une fois encore, c'est une rumeur. Sans doute futur best-seller pour Apple, parce que c'est vrai que si on est dans ces eaux-là, dans les 700 et quelques euros, qui leur permet de faire du volume, effectivement. On se retrouve avec un téléphone qui est loin d'être accessible, mais qui en tous les cas permet de rentrer dans la galaxie Apple avec du matériel relativement récent. Et puis c'est un appareil aussi qui peut, dans des flottes d'entreprises par exemple, peut faire sens, parce qu'en entreprise, on n'a pas besoin de faire des tonnes de photos. Bien sûr. Carrément. On a une puce qui est performante et qui donne accès à Apple Intelligence quand Apple Intelligence sera là. Il arrive. Oui, Siri 2 est prêt. Voilà. Et donc finalement, c'est effectivement, pour le grand public, je trouve que c'est un peu court. C'est un peu cher pour ce que ça propose, mais pour une entreprise, pourquoi pas en fait. Après, la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'il vaut mieux se prendre par exemple un 16 Pro tu vois en promo pour le particulier, pour le particulier, toujours pareil, reconditionné, etc. C'est clair qu'il y a une après ça dépend toujours de l'importance qu'on accorde à la photo par exemple, oui bien sûr, ce genre de choses, mais si on accorde un peu d'importance à la photo avec son smartphone, il vaut mieux prendre un reconditionné ou des soldes quelconques d'un 16 Pro. Parce qu'on aura les 3 modules. 3 appareils photo, etc. Ça peut être un motif de soulagement pour plein de parents qui subissent la pression de leurs adolescents qui veulent absolument un iPhone. Un iPhone 9 en plus. Bon, voilà. Plutôt que 17, pas 9. 9, oui, effectivement. Waouh! Habituellement, c'est toi qui l'as fait, celle-ci, François, je suis désolé, je t'ai grillé a priori. C'est Pierre Fontaine Intelligence, maintenant, ça y est. Low Intelligence. Moi, je suis Low Energy. Magnifique. Applaudissez dans les commentaires, s'il vous plaît. Excusez-nous, je sais qu'on va se faire exploser, mais c'est pas grave. On a l'habitude. Autre news concernant Apple, parce que ça s'arrête pas là, les amis. Ça s'arrête pas là. On parle de nouveaux iPads, de nouveaux MacBooks, et on évoque déjà les futurs AirPods. Ça fait beaucoup de choses quand même. Ça fait un beau printemps. Un beau printemps. Alors, concernant les iPads, qu'est-ce qu'on peut avoir de nouveau? Est-ce qu'on va avoir de nouveaux iPad Pro? Est-ce que on va dans quelle direction? C'est pas la saison du Pro. Non. C'est pas la saison du Pro. On n'est pas en saison du Pro pour l'instant. Là, on serait a priori plutôt sur une mise à jour de iPad tout court, donc l'entrée de gamme. Ok. Qui est vraiment sans doute l'une des meilleures affaires d'Apple, parce que ça coûte quoi? Moins de 400 €, un iPad d'entrée de gamme. Et vous avez un truc quand même qui est vraiment cool.
Oui, et en plus là, il deviendrait compatible avec Apple Intelligence, lui aussi. Vraiment, c'est le mot-clé du jour. Voilà. Oui, une fois encore, quand ça sera là. Donc l'iPad serait mis à jour, l'iPad Air aussi serait mis à jour, mais a priori sans refonte du design. Bon, alors ça, on peut trouver ça un peu décevant. Ce qui veut dire, s'il n'y a pas de refonte du design, on devrait conserver le Touch ID. 389 €, vous vous rendez compte, l'iPad d'entrée de gamme. C'est cool quand même. Hein. C'est bien, c'est extrêmement bien positionné pour rentrer dans cet univers-là, avoir quelque chose de fiable pendant des années, surtout parce qu'il y a beaucoup de mises à jour derrière. Donc c'est un produit qu'on va garder facilement 5 ans. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'équivalents sur le marché. Non, mais vraiment, on va dire qu'on est très pro Apple, mais pour le coup, quand ça fonctionne, on ne veut pas leur reprocher. Non, c'est clair. Sur cette gamme de prix, c'est clair qu'il y a, et puis il y a la force, il faut le dire aussi, d'iPadOS et de l'App Store. Bien sûr. Ça fait qu'il y a une polyvalence en termes d'usage qui est assez impressionnante. Ouais. Bon, alors pour ce prix-là, bien sûr, vous avez quoi, du 128 Go, mais bon, c'est déjà pas mal. Hein. Et puis, oui, alors là, il faudra voir si ça évolue. Mais c'est vrai que selon les usages, ça peut être court en fait. Mais ça dépend en fait. Parce que si vous passez à 256, on est à 519. Hein. Déjà, tout de suite, là, vous payez cher les 128 Go. Apple a anticipé la crise de la RAM et du stockage. Depuis 10 ans, c'est ça qui est bien. Ouais, mais depuis toujours en fait. Depuis toujours. Donc, nouvel iPad. On parle aussi d'un nouvel iPad mini, tiens. Oui, alors... Une fois encore, c'est toujours Mark Gurman qui porte la bonne parole. Alors, il a déjà fait des papiers là-dessus, mais c'est assez lapidaire dans ses dernières révélations avec des guillemets. Il dit juste « il y aura un écran OLED, bisous ». Alors, le bisou, c'est moi qui rajoute. Oui, les bisous, c'est pas son style. Oui, non, peut-être, je sais pas, je le connais pas personnellement. Mais en tout cas, voilà, ce qu'il dit, c'est qu'effectivement, on garderait, et c'est vrai que le form factor est... il est très... Enfin, pour ceux qui aiment la compacité de la puissance, il n'y a pas grand-chose à en dire. Et là, on gagnerait un écran vraiment hyper lumineux, etc. Bien sûr. Voilà, donc ça peut être un petit plus. Exactement. Et enfin, dernière rumeur là, qui est quand même assez intéressante, c'est la mise à jour des AirPods, AirPods Pro, d'après ce que j'ai compris, qui inclurait une fonctionnalité, en tout cas un nouveau capteur. Dont on se demande à quoi ça pourrait servir. Oui, effectivement. Donc là, on est sur une mise à jour parce que les AirPods Pro, il y a des cycles. Les derniers à être sortis, c'était les AirPods Pro 3. Donc on était en septembre dernier lors de la keynote. Donc là, on va plutôt renouveler. On va y ajouter une petite fonctionnalité qui serait apparemment, d'après la rumeur, une fois de plus, on met toujours des guillemets, des caméras infrarouges. Donc un capteur qui est capable de vous situer dans l'espace, pour peut-être de lire des choses. Ça serait une première, ça n'existe pas sur le marché, une caméra infrarouge, donc ils vont essuyer les plâtres. Ça alors on va voir, c'est un pari risqué quand même pour Apple qui n'a pas trop l'habitude de faire ce genre d'innovation tant que les autres n'ont pas un peu essuyé les plâtres. Mais pourquoi pas? Ce qui est intéressant en fait, c'est que, une fois encore, Mark Gurman, lui ce qu'il dit, et c'est intéressant, c'est qu'il ne sait pas, enfin il sait qu'a priori il y aurait des AirPods avec des caméras, mais il ne sait pas si elles sont tournées vers l'intérieur ou vers l'extérieur. Et selon qu'elles sont tournées vers l'intérieur ou vers l'extérieur, elles vont visiblement pas faire la même chose. Voilà. Si c'est vers l'intérieur, ça peut être des fonctions de santé complémentaires. Si c'est du son spatial. Voilà. Et si c'est vers l'extérieur, ça peut être par exemple pour détecter l'environnement, des choses qui se passent autour, pour le son spatial une fois encore, ou pour la détection d'obstacles, ou pour éventuellement repérer les mains pour du contrôle gestuel, enfin ce genre de choses. Donc ça ouvre plein de portes, mais vu que la rumeur est pas très très étendue, pas très on va dire développée, on est plus dans la supputation. Ce qui est bizarre, c'est que les développeurs n'en aient pas entendu parler avant qu'ils lancent le produit, parce que typiquement, on voudrait que les développeurs s'emparent de cette technologie-là et créent des usages, créent des fonctionnalités autres que celles maison. Après, ça s'est déjà vu que certains développeurs triés sur le volet aient accès au produit quelques temps avant et que le jour J, il y ait une dizaine d'applications ou de nouvelles fonctions qui d'ailleurs c'est supporté par telle personne. On l'a vu avec Instagram, généralement des applications qui sont lourdes et phares. C'est une rumeur qui revient depuis au moins 6-7 mois, qui a été portée par Gurman déjà à l'origine et d'autres influenceurs hardware. Michiko, qui en avait parlé aussi il y a ça risque de se concrétiser. Je vais sortir une petite boule de cristal et je vais te dire que tous ces produits-là pourraient être annoncés début mars. Voilà. Je suis à une boule de cristal, mais ça devrait être autour du fameux MWC de Barcelone. Peut-être avant, peut-être pour parasiter les autres communications. Damien Gurman. Non. C'est parce que si c'est faux, j'aurai une carrière très courte. Mais il s'est aussi planté quelques fois, c'est grave. C'est pas faux.
Mais c'est intéressant de voir qu'Apple intègre énormément de capteurs de plus en plus dans ses produits, et évidemment pour des considérations de santé, parce que quand on voit le capteur de fréquence cardiaque qui est sur les AirPods Pro sorti en septembre, c'est un pas vers la santé. On peut imaginer que petit à petit... C'est aussi une manière, si on est un petit peu plus taquin, de recueillir de nouvelles données dans le monde réel, parce qu'ils ont des modèles d'intelligence artificielle aussi en interne, de nouveaux produits peut-être comme un casque ou des lunettes connectées qui permettraient peut-être de rendre Apple Intelligent plus intelligente. On ne sait jamais. En tout cas, avoir plus d'informations pour être plus pertinente. Ouais. Exactement. Mais bon, après, une fois encore, c'est les supputations, et c'est un des trucs qui est sympa dans notre métier, c'est qu'il y a des rumeurs qui nourrissent des projets ou des supputations qui, en définitive... Et ce qui est amusant, c'est de faire la part des choses et de voir ce qui se vérifie ensuite ou pas. Et parfois, ça ne se vérifie pas tout de suite, mais ça se vérifie 1, 2, 3, 4 ans plus tard. Donc c'est pour ça que ce n'est pas inintéressant de parler effectivement de ces rumeurs. Il y a une autre rumeur qui est persistante, c'est cette volonté d'Apple de démocratiser le MacBook. Avec un produit qui serait à un prix plancher. On parle d'un truc à $700 ou 700 euros. Enfin, il faudrait voir après avec le change, etc. Une espèce de MacBook, mais vraiment, j'allais dire minimaliste, dans le sens où, effectivement, on n'aurait pas énormément de puissance, l'écran serait pas un écran OLED dernier cri, etc. C'est déjà le cas sur les MacBook Air, rappelons-le. Hein. Mais Apple aimerait bien, enfin visiblement c'est même plus qu'aimerait bien. Ça serait le Chromebook des MacBooks. Oui, mais malgré tout, ça sera un MacBook. C'est-à-dire qu'il aura un vrai OS et ça sera un vrai MacBook. Et je trouve cette initiative, si elle s'avère être vraie, géniale, quoi. C'est-à-dire que là, arriver sur le marché avec un MacBook à 700 balles, ça serait une petite révolution. D'autant plus, ce qui est super intéressant, c'est qu'on l'a vu depuis qu'ils maîtrisent les puces qu'ils fabriquent pour les iPhones, pour les iPads et pour les Mac. En fait, ils ont un panel de puces dans lequel piocher en fonction des besoins et des machines. C'est ce qu'ils avaient dit quand ils ont lancé les puces Apple Silicon. Ils disent, nous, en fait, on veut le produit, on fait la puce en fonction du produit, d'une certaine manière. On n'est pas des fabricants de puces, on est des fabricants de produits. Et donc là, en fait, ces puces-là, ils les ont conçues pour des usages. Et là, une fois encore, c'est des supputations et des rumeurs. Mais dans ces MacBooks, qui pourraient d'ailleurs s'appeler juste MacBook, parce que c'est une marque qui était un petit peu délaissée depuis la fin du MacBook 12 pouces, en fait, ça permettrait de mettre des puces donc des puces qu'on a trouvées dans les iPhones jusqu'à présent, et de dire, c'est une puce, évidemment, vous n'allez pas faire tourner les derniers jeux, vous n'allez pas faire tourner les applications professionnelles, mais pour du traitement de texte, du surf, bien sûr, un petit peu de jeu, un retour d'expérience, un petit peu de retouche photo, un petit peu de... Voilà, il y a assez de chevaux, 90% des usages de... Et Intelligence. Arrête, t'es méchant. Non, mais c'est la puce que tu peux retrouver. Enfin, ils ont déjà le retour d'expérience des iPads, des iPad Pro, donc ils savent très bien que les gens, comment ils utilisent, et un MacBook, ça pourrait correspondre à ces usages-là. Il faut aussi garder en tête la progression d'Apple dans les ventes de PC. Tous les constructeurs de PC, on ne va pas tous les citer, mais ils voient arriver lentement mais sûrement Apple qui gravit des échelons dans les classements, notamment en France. Apple est en train de cartonner auprès des jeunes qui renouvellent leur PC qu'on leur donne au lycée, et quand ils deviennent étudiants, en fait, ils choisissent tout de suite un MacBook. Donc, ils se disent qu'il y a un marché forcément à explorer. Et c'est le cas dans plein d'autres marchés dans le monde, je pense. Et je vous dis pas le séisme que ça va être, parce que si Apple sort un MacBook à $700 ou 700 euros, imaginez un petit peu la concurrence. Ça va être un carnage. En fait, c'est... Surtout dans ce contexte où on se rend compte que la mémoire coûte plus cher, les composants coûtent plus cher. Le prix des PC à partir du mois de mars va augmenter radicalement. Ils vont tomber au moment. Ça va être une équation compliquée d'ailleurs. Et est-ce que Apple va réussir à sortir ce produit au prix promis dans ce contexte un peu compliqué? C'est ça aussi. Peut-être avec une offre qui ferait le pari de mettre en avant plus de cloud que de mémoire interne. Peut-être qu'il y aurait cette option-là. Comme faire les Chromebooks, c'est un peu la mentalité. Oui, c'est ce que c'était la promesse du départ. C'était de faire ça, c'est de se baser plus sur le cloud que sur la mémoire interne. Ça permettrait de faire des économies, de maintenir ce prix plancher dont tu parlais. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'actuellement sur le marché, en termes de valeur, je crois qu'Apple prend à peu près 30% du marché. Alors en termes de part de marché, volume, ça progresse, mais en valeur, c'est les meilleurs. Bien sûr que non, mais ils sont pas loin des 30% dans pas mal de marchés européens. Et en fait, si ils s'attaquent à l'entrée de gamme, alors ça va être bien parce qu'il va y avoir effectivement des Mac plus abordables, mais ça risque effectivement d'être un carnage pour la concurrence, parce qu'il y a certains vendeurs de PC qui se maintiennent à flot juste
par les volumes qui écoulent sur de l'entrée de gamme. Donc, si Apple arrive en disant regardez, pour le même prix, vous avez ça, et que Apple devrait quand même pas trop, on peut l'espérer, pas trop lésigner sur la finition, la qualité, l'intégration qui sera toujours là parce que finalement ça leur coûte pas si cher que ça de faire l'intégration matérielle logicielle, vu que tout est là. Ça risque d'être très 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 compliqué. Après, il y a aussi des bonnes surprises qui peuvent arriver. Il y a certains fabricants chinois qui sont un peu en embuscade et qui montent aussi bien en gamme sur les ordinateurs qu'ils proposent. Donc rien n'est joué, mais c'est intéressant à voir un peu en ce moment. On verra bien. Tu voulais rajouter un truc là-dessus ? Peut-être les MacBooks vont faire aussi leur apparition dans les collectivités publiques parce qu'il y a plein d'appels d'offres qui vont se dérouler bientôt. Et si Apple devient compétitif et devient même aussi cher ou quasiment ou même parfois moins cher que des PC, peut-être qu'il y a des administrations qui vont passer sur des Mac. Imaginez la révolution. Oui, alors encore une fois, tout ça, c'est qu'une rumeur. C'est une rumeur récurrente et qui pour avoir interviewé des analystes, eux disent ça a complètement sens en fait. Par rapport aux parts de marché actuelles, l'évolution et arriver aussi à un moment une phase de saturation, c'est complètement pertinent. On revient en France avec l'épineux sujet du jeu vidéo, et notamment des jeux vidéo violents pour les mineurs. Alors c'est un sujet vieux comme le monde qu'on évoque depuis très 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 longtemps. Pourquoi on en parle ? Parce que le président Emmanuel Macron a évoqué ce sujet lors d'une interview réalisée par nos confrères de Brut, qui font partie maintenant d'ailleurs du même groupe que RMC BFM, le groupe CMA-CGM Média, et qui disait ceci. Écoutez le président Emmanuel Macron. Il est clair qu'on a des jeux vidéo violents qui conditionnent à la violence, qui créent une excitation, une dépendance, où on a des jeunes et des ados qui vont passer des heures et des heures, qui parfois vont pas dormir, donc on a des troubles du sommeil et autres. Et maintenant, on va se poser la question, on va objectiver la question avec des gens indépendants, des scientifiques qui vont nous dire quelle est la réalité des choses, quel impact ça a sur les enfants, et peut-être qu'il faudra interdire. Alors, soyons très, très clairs, ce que dit Emmanuel Macron, c'est il faut faire des études pour se rendre compte si des jeux violents utilisés par des mineurs peut avoir un impact sur la société, finalement. C'est un peu ça. Peut avoir un impact sur les jeunes. Et sur leur comment dirais-je, sur leur épanouissement et intellectuel. Sur leur santé mentale. Sur leur santé mentale, etc. Là, il y a à la fois, il aborde assez rapidement plusieurs éléments. Il y a à la fois le côté addiction, il y a le côté violence, comportement violent né de jeux violents, et puis, moi, quand j'ai entendu cette interview, ça m'a rajeuni, c'était chouette. J'ai eu l'impression d'être dans les années 90 où c'était les joueurs ne savent pas faire la différence entre la réalité et la virtualité, et donc du coup, ils deviennent des fous sanguinaires. Oui. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il dit il faut faire une étude. Et en fait, les études, elles sont là depuis des années et elles ont prouvé qu'il n'y a aucun lien entre le fait de jouer à des jeux violents ou non violents, et une violence dans le quotidien. Généralement, les jeunes qui se tournent, les jeunes ou les pas jeunes d'ailleurs, qui se tournent vers des jeux violents ou des jeux en général et qui passent beaucoup de temps, c'est pas parce qu'ils sont devenus accros aux jeux vidéo ou qu'ils sont là, c'est qu'ils ont des problèmes dans leur vie déjà au départ. Et en fait, c'est d'une certaine manière, la matérialisation de ce problème-là. En fait, il inverse la chaîne causale, Emmanuel Macron en disant ça, et surtout, il balaye d'un revers de main des études scientifiques, parce qu'il parle de consensus scientifique. Il dit oui, je veux un consensus scientifique. Le consensus scientifique, il existe déjà en fait. Il n'y a pas de lien. C'est pas moi, Pierre Fontaine, qui le dit. C'est vraiment des scientifiques qui le disent depuis des années. Donc il n'y a aucune étude d'impact neurologique, sociétal, qui vient prouver que les jeux vidéo rendent violents. Et en fait, il faut aussi garder en tête qu'on a plus de recul sur les jeux vidéo qu'on a sur l'usage du smartphone, qu'on a sur l'usage même du téléphone tout court. Il y a beaucoup plus d'études sur les jeux vidéo depuis les 30 ou 40 ans que ça existe que sur n'importe quel autre appareil qu'on peut avoir, n'importe quelle pratique culturelle. La différence, c'est que c'est qu'à chaque fois, dès qu'il y a un problème de société, on va blâmer le jeu vidéo. Il y a une fusillade, c'est le jeu vidéo. Les gens partent en Syrie pour tuer d'autres gens et c'est Call of Duty. Il y a toujours c'est une façon en fait d'expier tous les problèmes de la société, de les renvoyer sur le jeu vidéo. C'est clair, mais est-ce qu'il est aussi pertinent de confier à un gamin de 12 ans ou de 11 ans un Call of Duty qui interdit tu me fais une transition incroyable. Non, attends, je termine, juste un truc. Et là, je pose la question de manière totalement neutre, premièrement. Et deuxièmement, est-ce que c'est pas aussi dangereux de ne pas, de pas comptabiliser le nombre d'heures
de jeu, si tu veux, pour ces jeunes. Parce qu'en fait, quand tu as 18 ans ou quand tu as 17 ans, 16 ans, il n'y a pas de problème, tu vois, je veux dire. Mais quand tu as 11 ans et que tu te retrouves dans un jeu où tu massacres tout, est-ce que c'est pas... Je dis pas pour 99% de la population, ça va bien se passer, il n'y a pas de souci. Mais si tu te retrouves avec un jeune qui est un peu fragile psychologiquement, peut-être que tu ne le mets pas sur la bonne voie directement. Tu vois, c'est ça le truc. Alors, c'est ce que je disais. Et ce petit risque, multiplié par des millions de gens, est-ce que ça ne devient pas un risque quand même envisageable ? J'aimerais un jour qu'on prouve dans un procès d'un meurtrier, de quelqu'un qui a commis des choses atroces, que son parcours a été jalonné d'étapes et que ça passait par les jeux vidéo, qu'il a été conditionné parce qu'il a commencé les jeux vidéo à 11 ans. Et parce que ses parents, et ça se trouve, on va se rendre compte que non, c'était une question d'éducation des parents. En fait, on est en train de rejeter la responsabilité individuelle des adultes et des parents sur les jeux vidéo parce que c'est plus facile de taper dessus que de taper sur des contribuables, les électeurs. Alors, je disais tout à l'heure qu'il balayait d'un revers de la main des études scientifiques qui existent. Et la deuxième chose qu'il balaye d'un revers de la main, c'est le travail du CEL, ou en tout cas des syndicats de créateurs de jeux vidéo à travers le monde. Depuis 2003, en Europe, on a un truc qui s'appelle le PEGI. C'est un système de notation. Bien sûr. C'est un système de notation qui va de 3 ans à 18 ans. Sur bien sûr, Internet, non, mais tu vois ce que je veux dire. Laisse-moi bien finir. sûr. Tu as ces appellations qui vont d'ailleurs être remises à jour fin février pour coller à nouveaux usages du jeu vidéo, notamment les microtransactions, etc. Donc l'industrie du jeu vidéo est consciente de son importance et de son poids de son potentiel impact. Et de son potentiel impact. Et donc en fait, à un moment, ces outils sont là. Je pense... c'est placardé sur chaque pochette de jeu. Je pense qu'il est assez facile de voir ce que c'est. Dans les magasins, on peut voir les choses. Et après, il y a la responsabilité des parents. Et ça, c'est un des points qui est intéressant dans l'intervention d'Emmanuel Macron, c'est qu'il a quand même rappelé à plusieurs reprises, alors on ne le voyait pas dans l'extrait, mais le rôle essentiel que jouent les parents. Donc à la question que tu posais tout à l'heure, est-ce que c'est problématique qu'un enfant de 11 ans passe ses nuits sur un jeu vidéo ? Oui, parce qu'à un moment, un enfant doit aller se coucher et dormir. Mais comme tout être humain normal, et encore plus quand on est enfant, parce qu'on a besoin de plus de sommeil pour être dispo à l'école le lendemain, pour être reposé, etc. Donc en fait, le problème n'est pas le jeu vidéo, une fois encore. C'est qu'on le laisse. Alors, ça serait le même problème si on lui disait, tiens, lis, tu peux bouquiner toute la nuit sans problème. Non, mais est-ce que tu fais le distinguo entre un jeune de 11 ans qui joue toute la journée à Mario Kart et ce même jeune qui joue à Call of Duty, tu vois, en fait, en termes on va dire de violence. Mais non, mais le PEGI répond à la question. Oui, bien sûr. Il y a un jeu qui est pour les 3 ans et plus, et l'autre qui est pour les 16-18 ans et plus. Donc effectivement, après c'est un choix des parents, en toute leur libre arbitre est là. C'est même pas un choix, c'est un laisser-aller en fait. Oui, mais c'est ou une non-action, mais en tout cas, bien sûr qu'il y a une différence entre ces deux jeux-là, mais ça ne veut pas dire, et ça c'est aussi un point que laissait entendre Emmanuel Macron dans son discours, enfin dans son interview, ça ne veut pas dire qu'il y a des bons et des mauvais jeux, c'est un peu ce qu'il laissait entendre dire. En fait, c'est comme, ça me rappelle un peu le débat dans ma jeunesse folle sur les dessins animés japonais. Dragon Ball Z, effectivement, voilà. Venir, c'est exactement le même débat de l'époque avec le ministre de l'Éducation. Ça rendait violent. C'est en fait, il y a des dessins animés qui sont pour des adultes, d'autres qui sont pour des enfants, d'autres qui sont pour des ados, et pour les jeux vidéo, c'est pareil. Et pour la littérature, c'est pareil. On ne va pas faire lire du Sade à un gamin de 7 ans. Non. Ça serait intéressant, mais peut-être pas. Ouais, peut-être pas. Donc à un moment, il faut juste se dire qu'il y a une somme. Oui, mais aujourd'hui, avec le numérique, on sait très bien que les parents sont dépassés, parce que la multiplicité des écrans, dans ce cas-là, ça mène à un autre discours. Tu parlais de pochettes, mais aujourd'hui, tu n'achètes plus de jeux, tu les télécharges, tu as un petit logo PEGI 18, mais bon, personne ne le voit. Site, ouais. Non, tu vois ce que je veux dire. Mais après ça mène à une autre question. C'est pas la responsabilité du jeu vidéo, c'est la responsabilité de la société, en tant que société des hommes, humaines, de dire comment on accompagne les gens numériques. Et c'est exactement, et d'ailleurs, Emmanuel Macron commençait par ça, c'est exactement le même débat que pour l'interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans. C'est à un moment, est-ce que nous, en tant que société, la seule solution qu'on a apportée, c'est l'interdiction ? Si c'est l'interdiction, alors il peut y avoir de bons arguments pour l'interdiction, mais il y a aussi un moment de, comme tu le disais Damien, se laver les mains, c'est on a interdit, c'est bon, on a fait le boulot. Non, en fait, il faut un constat d'échec.
Voilà, et se dire qu'on n'a pas réussi à prévenir le problème et qu'on se retrouve dans une situation où la seule mesure est la plus radicale. Donc, et en fait, là, ce qui est gênant avec Emmanuel Macron sur cette position-là, c'est qu'il revient en arrière, il recrée un débat qui n'a pas lieu d'être, en fait. Et quand il dit moi je veux effectivement que des scientifiques me disent quoi faire et si je dois interdire les jeux, mais en fait la réponse elle est déjà là. Dans la même logique que la commission écran qu'il avait convoquée, où il y avait des scientifiques qui se posaient la question de savoir quel moment je devais laisser mon enfant devant un écran, quelle taille d'écran, quelle durée par jour, voilà, d'avoir des faits et d'avoir un peu de recul. Je pense que le jeu vidéo, comme je disais en amont, a déjà prouvé qu'il n'y avait pas un problème global. Après, qu'il y ait des cas particuliers, c'est comme dans n'importe quelle industrie ou n'importe quelle passion, parce que finalement aussi c'est une passion pour plein de gens, il y a des excès. Alors, excès, mais pas d'addiction. L'addiction n'est pas prouvée. Non, mais c'est clair. Non, mais c'est un des éléments qui laisse entendre. C'est sûr. Voilà. C'est sûr. C'est important de rappeler ça. Mais après, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas qu'il y ait un accompagnement par les parents et un accompagnement de la société mais pour je pense aider les parents. qu'en fait, c'est un sujet qui s'empile avec les réseaux sociaux, qui s'empile avec les contenus sur adultes, sur les ordi, etc. Tous ces sujets s'empilent, en fait, et on ne peut pas rester indifférent par rapport à tout ça. On peut rappeler qu'il a tenu ses propos juste après l'agression de Sanary, enfin la tentative d'assassinat. Bien sûr. C'est un contexte aussi qui est particulier, qui suscite l'émotion, c'est vrai. Mais vu qu'il appelle à prendre du recul, à prendre une décision réfléchie, en fait, la décision réfléchie, elle est déjà là, parce qu'on a déjà les arguments pour prendre la décision réfléchie. Alors, autre sujet lié aux jeux vidéo, cette fois-ci, on va dire social, c'est comment dirais-je, la mauvaise santé d'Ubisoft, notre pépite française du jeu vidéo qui essuie des échecs. Ces échecs font que le chiffre d'affaires n'est plus là et aujourd'hui ça va pas bien. 200 licenciements, je crois, au siège d'Ubisoft, qui n'était jamais arrivé, qui était un petit peu. Alors c'est un plan de départ volontaire, si je ne m'abuse. Un plan de départ volontaire, donc c'est pas pareil. C'est pas des licenciements, en fait. C'est pas des suppressions secs, c'est des pas suppressions de postes. Studio. En fait, ce qui se passe, c'est que Ubisoft va effectivement mal financièrement, a accumulé de la dette depuis le Covid, où ça se passait plutôt bien pour eux. Ils ont pris un peu trop la confiance, on va dire. Et ce qui se passe maintenant, ils sont obligés de payer les pots cassés. Donc, en ce moment, ils ferment des studios qu'ils avaient acquis à cette époque où ils avaient beaucoup d'argent. Le cours de l'action s'est effondré. Ça les laisse en position de faiblesse pour potentiellement se faire racheter par un autre groupe. Donc, c'est très problématique. Et en parallèle de ça, en interne, il y a une fronde qui se traduit en ce moment par une grève une grève de 3 jours. Une grève de 3 jours qui porte essentiellement, et tout est lié, sur le retour au bureau. C'est-à-dire que la direction a décidé d'acter le retour à la fin du télétravail. 110% se reposant en présentiel, pour des problèmes de productivité, un peu à l'Amazon, apparemment. Sauf que quand on pose la question aux syndicalistes de chez Ubisoft, ils disent que c'est un moyen détourné en fait, de pousser les gens à la démission. Parce qu'il y a plein de gens qui sont partis de chez Ubisoft, qui ont acheté une maison en Bretagne ou dans le Sud, qui bossent à distance. Qui voulaient bosser à distance, qui avaient juste bâti leur vie autour de ce projet-là du télétravail, qui se retrouvent maintenant contraints et forcés à revenir au bureau. Donc, quand on les écoute, ils nous disent que c'est très problématique parce qu'ils ont aussi un scénario qui est extrêmement triste et qui nous ramène dans les années de 99-2000, qui est un scénario à la France Télécom. Ils nous disent je vais citer le syndicaliste, on nous montre la sortie, ça sera soit par la porte, soit par la fenêtre. C'est pas terrible. C'est dur. C'est pas terrible. D'autant plus que, il y a plusieurs strates. Il y a effectivement une crise, il y a des interrogations, il y a une réorganisation majeure avec la fameuse création des 5 Creative Houses qui vont permettre de structurer les studios différemment. Donc c'est un changement et les salariés à qui on parle, les syndicats à qui on parle et qui sont au sein d'Ubisoft disent oui, on a besoin de bouger, on a besoin de s'organiser, il n'y a pas de souci là-dessus, on le sait. Mais en revanche, sur ce qui est assez particulier sur le cas du télétravail, qui est un des éléments déclencheurs, c'est qu'il y a un accord qui avait été signé quelques jours avant les annonces qui disait OK, pour le télétravail, on a cadré ça comme ça, avec des jours, c'est validé, c'est signé. Et Yves Guillemot, a priori un petit peu en solo, s'est dit alors le télétravail c'est fini, et du coup ça déstabilise la communication interne. On ne comprend pas pourquoi il y a ce revirement de situation. Ça crée une tension. Et il y a un deuxième point, Damien en a parlé en disant tout à l'heure que pendant effectivement la crise du Covid, vu que tout le monde est enfermé chez soi, le marché du jeu vidéo a explosé, il fallait s'occuper différemment. Bien sûr. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de dire aujourd'hui, à peu près, il y a 17 000 employés dans le monde chez Ubisoft.
Oui, c'est quand même une... ils ont eu un pic à un petit peu plus de 20 000 en 2022. Donc juste après le Covid. Mais en 2016, ils étaient de mémoire un peu moins de 11 000. Donc en fait, ils ont doublé de volume. On passe ils achetaient des studios et du coup récupéraient les employés à 20, plus de 20 000. Oui. Et parce qu'il y a une demande, parce qu'il y a du cash qui arrive dans tous les sens. Parce qu'il y a plein de gens qui achètent des jeux, et puis que c'est un petit peu la belle vie. Et puis quand la situation revient un peu à la norme, on l'a vu dans la tech en règle générale, quasiment tous les géants de la tech ont licencié après la fin, à part Apple qui avait assez peu embauché en définitive. Chez Amazon, mais même chez Google, Apple, etc., il y a eu des licenciements. C'est séparé de collaborateurs. Alors, oui, pour des fins de projet. Pour des fins de projet, etc. Mais c'est vrai que, oui. Mais donc, en fait, ces boîtes-là, en fait, elles respirent. C'est-à-dire qu'il y a des moments où elles ont besoin de plus d'effectifs parce qu'il y a des plus de projets, etc. Tout à fait, et puis, il y a des moments où, hop, là, on se recroqueville un peu parce que situation économique, situation géopolitique, etc. Et puis, voilà, ça bouge tout le temps. Mais c'est vrai que c'est pas socialement, on n'a pas l'habitude de ce schéma-là. Autant aux États-Unis, c'est une boîte française qui agit comme une boîte américaine et ça, on n'en a pas du tout l'habitude. Le plus préoccupant, et tu le disais très bien, effectivement, nous aussi, on a des contacts qui nous ont parlé de cette analogie avec France Télécom. Et France Télécom, c'est quand même en France, c'est un traumatisme. Bien sûr, c'est une page sombre de l'entreprise. Et en fait, c'est dommage de se dire que cette entreprise qui a des gens géniaux à l'intérieur, qui a quand même parmi les plus grandes licences du marché, qui peut... c'est évident qu'ils ont encore plein d'or dans les doigts parce qu'il y a du génie. Arrive pas à se relancer et il y a des tensions du fait peut-être de mauvaise communication, de prise de décision de la direction, etc., qui font qu'on arrive à ces situations-là où on va pas dire qu'Ubisoft va disparaître. Il y a de la marge. Ubisoft va être acheté. Mais Tencent a déjà remis Tencent qui est arrivé au capital en 2018, si je me souviens bien, a remis un petit peu d'argent pour la créer une co-entreprise avec Ubisoft pour justement exploiter les licences les plus fortes du catalogue. Ouais. Bon, souhaitons un prompt rétablissement à Ubisoft. Et espérons en tout cas que le dialogue va se remettre en place et que ça va se résoudre au mieux parce que c'est quand même une chance pour la France et pour les joueurs d'avoir un tel acteur, j'allais dire à domicile, même s'ils sont très présents en Amérique du Nord maintenant et que beaucoup des grands jeux sortent de là-bas. Mais néanmoins, c'est une grande fierté, quoi. Exactement. Eh bien, merci beaucoup à tous les deux. Voilà pour cette grosse première partie de ce De quoi je mail avec Damien Licata-Caruso du Parisien, Pierre Fontaine, rédacteur en chef adjoint de BFM Tech. On va vous retrouver tout à l'heure, messieurs, ne partez pas tout de suite pour le petit module bonus. Et mon petit doigt me dit qu'on va parler de voitures autonomes du côté de chez Waymo. Et vous restez avec nous. Tout de suite, deuxième partie, direction le Labo Fnac avec Lionel Costa. On va parler de cette nouvelle vogue de ces écouteurs bijoux qui arrivent. On en parle tout de suite. Merci d'être là. De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech & Co.